36 ans, devra résoudre une affaire hors du commun. Un tireur fou qui ouvre le feu sur les automobilistes et sème la panique dans la région. Je conduisais, on avait la musique. D'un coup, ça a explosé, on savait même pas qu'on s'était fait tirer dessus, en fait. Une enquête qui va se révéler très surprenante. Monsieur, je sais très bien pourquoi vous êtes là. Et c'est pourquoi, dis-moi. Parce qu'ils roulaient sur la route, ils ont cassé une vitre. Je confirme, donc les deux objectifs sont atteints. Il y a des présences d'armes également. Enfin, nous suivrons Jérémy sur les traces de cambrioleurs qui s'introduisent dans les maisons alors même que les occupants sont sur place. Et ça, c'était assez ouvert. Et donc du coup, j'ai crié et je me suis enfermée dans la chambre avec ma fille. Chauffards, cambrioleurs et tireurs fous, pas de répit pour les gendarmes du Sud. C'est un reportage signé Thomas Agostini. Ce jour-là, à Istres, dans le sud de la France, tout semble calme. Pourtant, c'est une affaire d'une rare violence qui préoccupe les gendarmes. Et notamment Johan, ce solide gaillard de 33 ans. Il vient de recevoir une vidéo tournée à la sortie d'une discothèque de la région. On a eu des faits assez graves ce week-end sur la boîte de nuit de notre circonscription. Des violences, à savoir des violences avec armes. Donc on a réussi à récupérer les images de vidéosurveillance. Filmé par l'une des caméras de la commune, un groupe de jeunes très alcoolisés qui regagnent sa voiture vers 5 h du matin. Ah, donc tu vois, c'est ce groupe-là. Ça, c'est la personne qui a été blessée dans la rixe, avec les cheveux longs. L'un de ces jeunes veut manifestement en découdre. Il semble récupérer une arme dans sa voiture. Je l'ai vu là, il a récupéré quelque chose dans la portière de son véhicule, qu'il a mis dans son pantalon. Et il me semble que c'est une matraque télescopique. C'est avec une matraque qu'il a été blessé d'ailleurs. Donc là, on voit que c'est lui qui la prend, qui la met dans son pantalon. Ce jeune homme aux cheveux longs sera grièvement blessé cette nuit-là. Et Johan va maintenant assister à une bagarre particulièrement brutale. Dans cette voiture blanche, les adversaires arrivent à sa hauteur. Ah, c'est la deuxième équipe qui arrive. Là, on le voit, là, il cherche quelque chose dans son pantalon. Là. Ça commence à partir à maillotche. Ah, il a sorti un matraque, t'as vu? L'homme grièvement blessé est en fait le propriétaire de la matraque. Donc c'est bien lui qui l'avait, hein. Mais la situation va se retourner contre lui. Ah, ça y est, il se l'est fait prendre, regarde. Il s'est fait prendre la matraque. Il a pris des coups, mais là, pour l'instant, ça va encore. Il arrive à... Là-bas, ça tape encore, au fond. On voit pas bien, là, on est un peu loin. Après ce premier échange de coups, pendant qu'un autre jeune qui l'accompagnait est passé à tabac derrière ses voitures, le jeune homme aux cheveux longs s'éloigne. Mais il est rattrapé par celui qui a récupéré sa matraque. Ah, ça part, là. Il s'est fait attraper par les cheveux. Là, il prend des coups sur la tête de matraque. Un deuxième qui vient au coup de poing. Ah, là, il prend la foudre. Et littéralement, il s'est fait lyncher. Ça a l'air de se calmer, là. Ah, il y retourne. Oh, il court pas droit, il a ramassé quand même. Il a moitié KO, le gars. Alcoolisé, puis à moitié KO, il est pas bien. Les échanges de coups vont continuer encore 10 bonnes minutes. Et c'est l'arrivée d'une patrouille de gendarmes qui met fin à l'affrontement. Le jeune homme aux cheveux longs sera hospitalisé et comme souvent après ces bagarres, aucune plainte ne sera déposée. En TRX, en sortie de boîte de nuit, c'est très fréquent. Maintenant, là, ça a été particulièrement violent. On a eu un blessé assez grave. Donc, il va vraiment falloir qu'on accentue nos patrouilles et qu'on montre qu'on est présent sur place à la sortie de cette discothèque parce qu'un jour, il va finir par y avoir un drame là-bas. Pour Johan et ses collègues, pas question de laisser ces violences continuer. Il faut donc au plus vite renforcer la surveillance autour de cette discothèque. Entouré de stations balnéaires à quelques kilomètres de Marseille, Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Un coin qui sent bon les vacances, mais qui a aussi des côtés sombres. Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Donne ta main! Donne-moi ton nom! Ton nom! Cambriolage, trafic de stupéfiants. C'est impossible qu'il y ait une arme à son domicile. Ou fusillade qui laisse les habitants sous le choc. On n'avait rien demandé et puis d'un coup on s'est fait tirer dessus quoi. Sans compter les délinquants de la route, prêts à tout pour échapper au contrôle. Attention, ça se tige. Antoine! Antoine, bouge! Ou les accidents à répétition. Ça va, monsieur? Ouais. Vous voulez qu'on appelle les pompiers ou quoi?
Non, du tout. Ça vient de taper là. Pour y faire face, une centaine d'hommes, les gendarmes de la compagnie d'Istres. Parmi eux, des militaires rompus aux opérations à risque, ceux du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. Vous suivrez Johan, au caractère bien trempé, face aux fléaux qui font des ravages chaque année sur les routes. Les stupéfiants. Bon, monsieur, vous allez arrêter de nous prendre pour des imbéciles, ok? Non. Vous avez consommé quand le dernier joint de cannabis? Ou l'alcool au volant. On roule jamais dans cet état-là, jamais. Vous mettez pas dans un état comme ça sert à rien. Parce que si on me fait retirer le permis, je suis dans la merde. Stéphane, adjudant-chef de 46 ans, devra résoudre une affaire hors du commun. Elle passe juste devant. Elle a pété. Un tireur fou qui s'en prend au mobilier urbain ou aux automobilistes et qui sème la panique dans la région. Pièce du fond au niveau de la terrasse, présence de 2 vieilles carabines. On n'est pas des rigolos, on se connaît en plus, on s'est déjà vu il y a des années. Jérémy, lui, sera sur les traces de cambrioleurs particulièrement audacieux. Une dame qui a entendu du bruit. Elle est seule chez elle avec un bébé en bas âge. Ils s'introduisent dans les maisons, même quand leurs occupants sont sur place. J'ai crié et je me suis enfermée dans la chambre avec ma fille. Ah, j'ai eu peur. Plongés dans le quotidien mouvementé des gendarmes du Sud. Dans la zone de la compagnie d'Istres, des communes qui sentent bon les vacances, comme Carry-le-Rouet, cette petite station balnéaire. Et pourtant, ici aussi, les gendarmes doivent parfois faire face à des comportements violents. Présenter les papiers du véhicule, permis de conduire. Laurent, 35 ans, n'est pas prêt d'oublier cette nuit de patrouille. Pièce d'identité pour monsieur à côté. Les papiers du véhicule, vous les avez ou pas? Sur cette départementale, Laurent guette les excès de vitesse 70. ou arrête les automobilistes au hasard pour les contrôler. Quelques mètres derrière lui, Emra, son collègue, tient dans la main un outil très efficace, un stop stick. On a été habitué ici au refus d'obtempérer. Donc refus d'obtempérer, c'est-à-dire le véhicule ne s'arrête pas et nous évite délibérément. Donc on le stoppe de la manière dont on peut, donc on lui crève les roues. Le stop stick contient des pointes. Jeté sous la voiture d'un fuyard, il permet de lui crever les pneus. Et rien de tel qu'un cas concret pour comprendre comment ça marche. Malgré les grands gestes de Laurent, cette voiture ne ralentit pas. Ça se stitch. Attention. Ça stitch. Attends! Emra a fait mouche. Le stop stick est passé sous les roues de la voiture qui a sans doute au moins un pneu crevé. La scène a été filmée par une caméra de surveillance. Sans doute lancé à plus de 100 km/h, le véhicule passe à quelques centimètres du gendarme. Vas-y, va dessus. Anton, bouge! On fait tout droit, continue. Il n'a pas pu aller bien loin, il a au moins 2 pneus crevés. La chasse est lancée. Emra et Laurent sont sur leur garde. Pourquoi le véhicule a-t-il pris la fuite? Ils ne vont pas tarder à le savoir. Je pense que c'est lui là, sur le côté. Une autre caméra de surveillance filme le véhicule, arrêté à quelques centaines de mètres plus loin, sur le bas-côté. Vas-y, arrête-toi, c'est lui. Les 3 gendarmes s'approchent, armes au poing. Viens sur le capot. Dépêche-toi. Pareil. Vous allez sur le côté là, pareil. Dépêchez-vous là. Mettez-vous sur le côté. C'est qui conduisait? Mettez-vous là-bas. La conductrice va devoir expliquer pourquoi elle a refusé de s'arrêter au contrôle, manquant au passage de renverser Emra. Ça m'étonnerait quand même. Vous avez pas vu quand même, vous avez bien évité. Les 4 jeunes n'auraient tout simplement pas remarqué les gendarmes. Bien sûr, pas question de les croire sur parole. Vous venez? Moi? Vous venez là, vous enlevez votre sacoche. Vous avez des choses sur vous? Non, allez-y, chef, tenez. Enlevez ce que vous avez sur vous. Laurent et ses collègues vont les fouiller de la tête aux pieds. Donc pour l'instant, lui, pas de stup. On va voir, de toute façon, on va fouiller le véhicule. Là, on va faire chaque personne, s'assurer qu'ils n'ont pas d'armes ou objets dangereux sur eux. Sans oublier de passer la voiture au peigne fin. Le SAT, c'est à qui? Mais étonnamment, ils ne trouvent rien. Alors pourquoi avoir pris la fuite? Emra pose à nouveau la question. C'est la demoiselle qui conduit.
J'arrive pas à m'expliquer quand même le refus parce que... Excusez-moi, vous avez dit que Ah, vous regardez pas la route? On avait la musique à fond, chef. Vous regardiez pas la route? On regardait pas la route, on était à fond. Eh ouais. J'ai vu les lampes, hein. Vous nous les avez envoyées. Enfin, pas les lampes, c'est quelque chose d'autre qu'on vous a envoyé, mais... On s'est arrêté un peu plus loin, monsieur. Un stop stick. C'est quoi ça? C'est lorsqu'une personne ne s'arrête pas, on lui crève les roues, c'est ça. Moi, j'ai qu'une chose à dire, désolé. Bah désolé, nous en soi, vous nous avez rien fait, mais bon. Oui, mais désolé quand même, chef. Les 4 jeunes sont désolés, mais Laurent recherche toujours leur mobile. Une bonne raison de ne pas s'arrêter à ce contrôle. Et il va flairer une piste. Vous avez le permis de conduire sur vous? Je sais pas. Pièce d'identité? Vous êtes titulaire du permis, vous avez le permis de conduire? Oui, mais j'ai pas reçu ma carte. Ouais, parce que moi vous l'avez pas là. Et si je l'ai le permis? Non, je vous dis que non. Moi pour moi il est pas valide le permis. La jeune femme affirme être titulaire du permis de conduire, mais elle n'apparaît pas dans le fichier de la préfecture. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez venir avec nous? Je vais faire quoi? On va vous entendre pour le refus d'obtempérer. Mais j'ai pas de la garde à vue. Est-ce que je vous ai parlé de garde à vue? Je vous ai mis les menottes? Non. Mais s'il vous plaît. Non, je suis angoissée, t'es fou quoi. Je vous ai expliqué, vous allez venir avec nous, on va vous entendre pour le refus d'obtempérer. Si vous avez commis un refus d'obtempérer, qui est un délit routier, qui est un délit quand même malgré tout. Ok? La jeune femme a-t-elle bien passé son permis? En tout cas, pour refus d'obtempérer, elle est passible de 7 500 € d'amende et 1 an de prison. Le stop stick ne lui a laissé aucune chance. Comme tu peux voir ici, donc il y a une pointe qui a éclaté. Lors du refus d'obtempérer, on l'a jeté sous les pneus du véhicule. Donc ce qui a eu un effet immédiat, la voiture se retrouve avec un pneu crevé, simplement. Pour la jeune femme, direction la gendarmerie. Et Laurent et ses collègues ne sont pas au bout de leur surprise. En attendant, les autres passagers de la voiture, eux, sont dans de beaux draps. Ils vont devoir retrousser leurs manches. Vous allez faire changer une roue? Je sais changer la couche à mon enfant. Changer la roue, c'est plus simple. Pas si simple que ça, manifestement, de changer une roue. Ah, serrez bien le frein à main avant. On a arrêté de mettre un prince-gag. Non, je parle à la dame là. Moi, je suis pas un gag non plus. Et une fois la roue changée, autre problème. Personne pour prendre le volant. Si personne n'a le permis. Ouais. Comme dit vos camarades, c'est plus notre problème. À partir de là, il fallait s'arrêter quoi. Allez, bon courage. Sur le trajet, la jeune conductrice semble tendue, franchement inquiète. Ça sera une sanction. Bah, rien de grave, c'est grave hein, de faire un refus d'obtempérer. Après, vous n'êtes pas connu, non, vous n'allez pas aller en prison pour un refus d'obtempérer. Alors dit-elle la vérité? A-t-elle vraiment décroché son permis de conduire? Pour vérifier, il faudra attendre l'ouverture de la préfecture le lendemain matin. En tout cas, avant son audition pour refus d'obtempérer, elle est formelle. Vous avez eu quand le permis? En mars. Ouais, donc je pense que mon collègue vous l'a dit, vous risquez de le perdre. Oui. Une perte de points déjà, mais ça, outre ça, donc il y a une suspension qui sera éventuellement décidée par la préfecture. Après vérification, la jeune femme n'était pas titulaire du permis. Voilà sans doute la raison de sa fuite. Elle sera bientôt convoquée devant la justice. Et en plus du refus d'obtempérer, elle risque 15 000 € d'amende et 1 an de prison pour conduite sans permis. Des chauffards prêts à tout pour prendre la fuite, et dans cette commune à 30 km de Marseille, les gendarmes se retrouvent parfois aussi face à des affaires hors du commun. Bonjour. Ce matin-là, Stéphane, cet adjudant-chef de 46 ans, Je suis appelé Major. Major, café! n'imagine pas une seconde ce qui l'attend. Comme chaque jour, il commence par faire le point sur les affaires en cours. Tu vas dans messagerie. Il y a marqué inscription FPR. Comme le CRPJ, c'est le genre de choses. C'est le même menu. Là. Mais en ce moment, dans son bureau, Oh, allez. c'est une drôle d'affaire qui le mobilise. Depuis quelques jours, il a repéré sur les réseaux sociaux plusieurs témoignages qui l'inquiètent. Des riverains sous le choc qui racontent leurs mésaventures. C'est le premier qui a publié en disant voilà ce qui m'est arrivé sur la voie rapide. Et il poste cette photo comme ça. Et un deuxième qui en commentaire, il poste cette photo en disant ben, j'étais juste après, voilà ce qui m'est arrivé. C'est quand même incroyable. Photo à l'appui, ils affirment s'être fait tirer dessus sur la route. J'exclus le fusil de chasse parce que ça aurait fait des gerbes.
Ça ressemble à du 22. Parce que pour casser un pare-brise comme ça, quand même... Des tirs de carabine sur des voitures en circulation. Le bilan aurait pu être dramatique. Stéphane n'en revient pas. Non, ça n'arrive pas souvent des tirs sur des véhicules comme ça sur Carril-Rouet. C'est extrêmement rare, c'est bizarre. Pas question de laisser ce tireur fou se promener dans la nature. Mais pour l'instant, aucune victime n'a porté plainte. La première chose à faire, c'est d'identifier les victimes, voir un peu qu'elles nous donnent un peu la version des faits, parce que là, pour l'instant, on a juste une publication Facebook. Grâce aux réseaux sociaux, Stéphane trouve leurs coordonnées téléphoniques. Et leurs témoignages font froid dans le dos. On était en voiture, on écoutait de la musique, on parlait, on était tranquille, et puis d'un seul coup, on a entendu un gros boum. Et de là, on se retourne et la vitre, elle avait complètement explosé. Moi, je commence à paniquer. On ne comprenait pas ce qui se passait. On était un peu... D'accord. C'était un peu perdu. Au téléphone, 2 jeunes femmes qui ont eu la peur de leur vie. Vous allez déposer plainte dans une gendarmerie près de chez vous. Elles ont accepté de nous rencontrer. Au revoir. Les faits se sont déroulés sur cette départementale qui passe au nord de Carril-Rouet. À bord de leur voiture, réparée depuis les tirs, Anaïs, la conductrice, et Océane, son amie, 2 étudiantes encore traumatisées. Le jour des faits, ils étaient 4 dans le véhicule. Je conduisais, on avait la musique, eux ils dormaient derrière, du coup vraiment... D'un coup, ça a explosé, on savait même pas qu'on s'était fait tirer dessus en fait. Sur le coup, on s'est dit c'est juste le soleil, ça a fait exploser la vitre, on savait vraiment pas. Anaïs, jeune conductrice, aurait pu donner un coup de volant ou faire une sortie de route. Heureusement, elle n'a pas paniqué. Assise à l'arrière, Océane, elle, se souvient d'un impact violent. J'ai entendu un gros bruit, je me suis retournée et j'ai vu qu'il n'y avait plus de vitres. Du coup, un peu la panique. J'avais plein d'éclats de verre dans le dos. C'est même rentré dans mon jean. C'était assez violent. Anaïs s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence et les 2 amis, incrédules, filment la scène. J'y pense souvent, donc j'en ai fait des cauchemars. On n'avait rien demandé et puis d'un coup, on s'est fait tirer dessus, quoi. Donc c'est vrai que c'était gratuit. On n'avait rien fait et d'un coup, voilà. Sur cette même départementale ce jour-là, une seconde voiture est prise pour cible. Des faits graves. Les gendarmes doivent au plus vite coincer le tireur pour éviter un drame. Et seulement quelques heures plus tard, l'enquête de Stéphane progresse à grands pas. Dans une commune voisine, un policier a fait le lien avec une autre affaire. Alors, suite à la publication sur Facebook, il y a un policier municipal qui a fait un rapprochement avec des faits qui se sont passés sur Gilliac-Lanert, qui est une commune toute proche de chez nous, le même jour, où un véhicule Clio grise aurait détruit des abribus. Encore des coups de feu et cette fois en pleine ville. Une caméra de surveillance a même filmé la scène. Et alors ça, en fait, elle passe juste devant. Il ralentit à peine. Ouais, il passe. Regarde la vitre, on les voit en plein feu là, ouais. Elle a pété. L'un des passagers de la Clio s'amuse à ouvrir le feu au hasard. Stéphane en est persuadé, il s'agit du même tireur fou qui s'en est pris aux automobilistes. Et l'homme va commettre une petite erreur. Elle passe juste devant, donc on va pouvoir identifier la plaque. Nickel. La Clio grise passe devant une autre caméra de surveillance. Et cette fois assez près pour que Stéphane puisse lire son immatriculation. Bingo. Voilà. Là, c'est le top des tops. On a la plaque. On part de Facebook, on arrive à... Voilà. En recoupant, en mélangeant les informations, en grattant, comme on dit chez nous, on arrive à remonter tout doucement, quoi. La plaque qu'on a trouvée grâce à la vidéosurveillance, je vais l'identifier. Ça va me donner le propriétaire. Dans le fichier des cartes grises, l'adjudant-chef retrouve facilement l'identité du propriétaire. Il peut ensuite vérifier ses antécédents judiciaires. Et là, surprise. Ah oui, quand même. 19 pages d'antécédents. Dégradation, menace de mort, viol. Un individu dangereux qui pourrait bien être le tireur fou. Il est ultra connu en antécédents judiciaires.
Ça colle quand même plutôt avec le profil de quelqu'un qui peut faire ce genre de choses, quoi, sur une voie rapide, tirer sur une voiture. Et l'adresse correspond. Même adresse que la carte grise. Ah oui, il faut pas traîner à mon avis. Stéphane doit agir vite pour éviter que le tireur ne blesse quelqu'un. Et pour interpeller cet homme réputé violent, potentiellement armé, il va faire appel à une unité rompue aux opérations risquées. En attendant ce soir-là, quelques jours après la violente agression devant une boîte de nuit du secteur, Johan s'apprête à partir en patrouille. Salut les gars. Il fait partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie qui assure les patrouilles de nuit. Et ce soir, il va avoir à l'œil la fameuse discothèque. Ah, c'est une boîte de nuit qui pose pas mal de problèmes parce qu'elle ramène de la mauvaise population, notamment des quartiers de Marseille. Donc ouais, c'est une boîte qui nous pose pas mal de soucis. Ouais. Une fois sur place, il se gare à proximité et observe les allées et venues. Ah ouais, c'est eux, regarde, c'est ceux qui étaient dans la Clio qui arrivent, regarde. Mais cette fois, au lieu d'une agression, ils vont tomber sur un autre fléau qui fait des ravages dans la région. Ah, et lui, il a pas de feu, regarde. Lui, il part sans feu, tranquille. Cette voiture qui sort du parking tourne juste sous leur nez, en zigzagant. Je sais pas conduire. Ouais, non, je sais pas conduire. Johan et ses collègues suivent la conductrice à distance. Et leur impression se confirme. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça roule pas très droit. Elle met des coups de volant, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle a tout. Sans doute une conductrice ivre. Et dans la région, la nuit, un accident sur deux est causé par l'alcool. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez vous mettre un endroit où on peut s'arrêter là quand c'est plus éclairé en dessous là. D'accord. Vous nous suivez là. Très souvent, ces conducteurs pris la main dans le sac tentent par tous les moyens d'échapper à la sanction. Allez-y, soufflez, je vous dirai stop. Première tentative, la jeune conductrice manque soudain de souffle. Je vais pas... Non, vous soufflez pas. Écoutez, l'appareil, je le connais, je le fais souffler tous les soirs. Voilà sans doute la raison de ce manque d'oxygène. Elle doit être en dessous de 0,1 et son taux est 7 fois supérieur. Alors elle est soudain prise de panique. Qui c'est qui est au volant? C'est moi? Non. Et elle tente de sauver son permis en sortant une bonne excuse. Elle aurait pris le volant pour éviter des problèmes à son amie, la propriétaire de la voiture. Je vois son frère, il va lui exploser la gueule. Sur le coup, j'ai pensé à ma copine, j'ai dit juste on va quelque part. Il a lui défoncé la gueule. Pourquoi il voulait vous taper? Parce que c'est des musulmans. Elle en boîte, il me l'a dit, si je te m'envoie, je t'ai on roule jamais dans cet état-là. Jamais. Vous vous mettez pas dans un état comme ça sert à rien. Parce que si je me fais retirer le permis, je suis dans la merde. Comme rien ne marche, son ami vole à son secours avec une autre excuse, médicale cette fois. Ok, bon. J'ai vraiment une crise de diabète, je peux pas tenir là, vraiment. Si vous avez une crise de diabète, on va appeler les pompiers. Hein? Je peux pas y aller tout seul. Je vais pas vous laisser faire un coma là, ici. Non, c'est mytho, ça. Une crise de diabète. Johan n'est pas dupe. Elle a plus d'1,5 gramme à l'éthylotest. Donc en jeune permis, ça pardonne pas. Et le coup du diabète pour la copine, on n'y croit pas du tout. Les gendarmes cherchent un autre conducteur parmi les passagers. Allez-y, soufflez, je vous dirai stop. Vous avez encore plus que votre collègue. Peine perdue. Les jeunes fêtardes devront attendre qu'un de leurs proches vienne les chercher. Ouais, c'est bon, allez. Ça commence à me gonfler là. Voilà. Allez. La jeune femme, en larmes, est conduite à la gendarmerie pour un nouveau test d'alcoolémie plus précis. Son permis n'aura pas fait long feu. Vous l'avez passé quand le permis? Je l'ai passé il y a pas longtemps, ça doit faire même pas un mois que je l'ai en fait. Ah d'accord. Je peux souffler autant que je veux, j'ai bu de l'alcool, j'étais en boîte. Oui, ben on veut savoir combien vous avez. Je sais pas combien j'ai, mais Ben on va vous le dire. Allez-y, soufflez. Vous avez eu 0,71. Confirmation, son permis lui est retiré sur le champ. Comme elle est jeune conductrice, elle devra repasser le code et la conduite. Une soirée qui lui coûte cher. vous inquiétez pas que là, je me rends compte de ce qui m'arrivait, vous inquiétez pas. Avec 100 morts l'an dernier sur les routes, les Bouches-du-Rhône affichent le plus mauvais bilan, tout département confondu. Alors pour Johan, pas question de laisser passer. On essaye de toucher notre petit cœur de gendarme.
Mais la loi, c'est la même pour tout le monde, donc ça marche pas. Quelques jours plus tard, c'est justement l'alcool qui va faire de gros dégâts. C'est souvent le week-end, après des soirées trop arrosées, que ces drames ont lieu. Ce samedi soir, Lucas, ce maréchal des logis-chefs de 30 ans, va encore une fois en faire l'expérience. Lui aussi va contrôler les véhicules aux abords de la fameuse discothèque. Son objectif, arrêter les conducteurs ivres ou sous l'emprise de stupéfiants avant qu'ils ne commettent un drame sur les routes. Venez, monsieur. Vous avez fumé, vous? Vous avez plus rien? Non, j'ai plus rien. Combien? Attendez-vous. On recherche du stupéfiant, parce que ça sent le stupéfiant. Voilà. Visiblement, ils ont fumé leur dernier joint tout à l'heure, là, mais... à voir, à vérifier. Malgré la forte odeur de cannabis qui se dégage du véhicule, Lucas ne retrouve pas de stupéfiant. Le conducteur devra quand même se mettre en règle. Son véhicule n'est plus en état de rouler. Contrôle technique est pas bon, il est plus bon. Pneus, Formule 1, vous avez le permis? Oui, oui. Voilà. Vous avez appris à contrôler les pneus. Voilà, donc c'est pas bon. Là, vous faites un carton, là il pleut, c'est bon, vous partez. La voiture elle est chargée, vos collègues derrière ne sont pas attachés. Prenez des risques, hein. Des rappels à la prudence, mais le début de la soirée est plutôt calme. Lucas et ses collègues s'autorisent même un arrêt buffet. On va aller chercher à manger, tenir toute la nuit. Merci. Bon appétit, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bonsoir. Ciao Dani, merci. Ciao, bientôt. Mais ça ne va pas durer. Encore une fois, l'alcool va sérieusement leur compliquer la vie. Sur cette route, un riverain les interpelle. Bonsoir. Il y a une carton juste après là. Ah ça va, ok. Ouais, c'est juste après le virage. Merci. Un accident vient d'avoir lieu à quelques mètres de là. Lucas n'imagine pas une seconde la scène qu'il va maintenant découvrir. Au fond de cette impasse, il tombe sur le véhicule, ou plutôt ce qu'il en reste. Il a bien frappé, regardez là la voiture, elle est massacrée. Bonsoir. Bonsoir. Le conducteur est encore sur place. Lucas se prépare à prévenir les secours. Il est peut-être grièvement blessé. Ça va, monsieur? Ouais. Vous voulez qu'on appelle les pompiers ou quoi? Non, du tout. Ça vient de taper, là? Ouais, j'ai rien du tout. C'est vous qui conduisiez? Non. Si, c'est moi qui conduisais. Okay. Dis-moi, je t'appelle juste pour te dire qu'au cours de la patrouille, on est tombé sur un accident de la circulation routière. Un seul véhicule en cause. Bon, visiblement, un conducteur blessé, mais on a fait appel aux pompiers, il ne veut pas se faire transporter. Malgré quelques taches de sang sur son t-shirt, l'homme, visiblement alcoolisé, semble indemne. Un miracle, vu l'état de son véhicule. Alors que s'est-il passé? Lucas ne va pas tarder à le comprendre en remontant la rue. Il a fait ça, il a tapé le poteau là, il a arraché, il a bien arraché d'ailleurs. L'homme semble avoir raté son virage et il devait rouler à vive allure. Il a pulvérisé ce poteau en métal, puis a glissé contre le mur de cette maison. Alors, je crois qu'il a même arraché une boîte aux lettres, non? Avant de faire plusieurs tonneaux. Alors il a tapé ici, il s'est retourné ici, ouais. Au moins 2 tonneaux. Déclenchement d'airbag. Ça parle de soi. L'homme a frôlé 2 autres véhicules avant de s'arrêter dans cette impasse. À peine croyable. Il aurait pu les percuter de plein fouet, mais il est passé dans un trou de souris. Donc, je pense que c'est un grand chanceux. Voilà. S'il s'en sort indemne, c'est un grand chanceux. Le mec, il a dû percuter donc un poteau à l'avant, faire un tonneau ici, puis terminer ici. Pas eu de blessé, là il aurait pu renverser quelqu'un, il aurait pu tuer du monde. Hein. Pas de victimes, mais de gros dégâts. Et le problème, c'est que les assurances ne remboursent pas lorsque le conducteur en cause est alcoolisé. Soufflez, non. Là, vous faites exprès, monsieur? Non, pas du tout. Vous savez souffler quand même, non? Bah oui, Posez votre téléphone. Tenez. Voilà sans doute pourquoi il a un peu de mal lui aussi à souffler dans l'alcotest. Allez-y, encore. Ça se passe autrement si vous refusez de souffler. C'est pour vous qu'on le dit. Alors vous savez souffler quand on dit ça. Il finit par retrouver son souffle et le résultat tombe. Là vous êtes positif, c'est sûr.
Là, vous êtes positif. On va vérifier le tour à la brigade, on s'occupe du reste, c'est d'abord. L'homme est en état d'ivresse. Et devant sa mère qui vient d'arriver sur place, il s'effondre. En plein divorce, il serait en train de perdre pied. Laisse-toi faire, arrête. Laisse-toi faire. Moi, je suis pas mal, quoi. Je bois pas mal. Je suis malheureux. Tu le sais qu'elle m'a quitté. Regarde, j'ai tout investi avec elle. Mais c'est la vie, Milo. C'est pas parce que tu femme te quitte. Et si tu aurais tué il y a des gens qui dorment. J'ai pas blessé personne. J'ai perdu ma voiture. J'ai tout perdu. C'est pas grave, c'est matériel. Tu sais, t'es un grand bonhomme. Il y a plus grave dans la vie. C'est un mal-être. Ouais. C'est un mal-être. C'est un mauvais passage, on est d'accord. Oui, certes. Ici, on en passe tous. Hein. Pour Lucas, l'urgence, c'est de s'assurer que l'homme ne souffre pas d'un traumatisme caché. Les pompiers voudraient l'examiner à l'hôpital, mais pas facile de le convaincre. Si vous avez déjà tapé fort, l'airbag il s'est activé. L'airbag il est automatique à 30 km/h, il s'active n'importe quelle voiture. Il faudra l'intervention de sa mère. Vous êtes sa famille? Vous êtes sa maman? C'est sa maman. On va aller à l'hôpital parce qu'il ne faut pas qu'on l'amène. Mais dites-lui qu'on aille. Mais c'est rien, c'est juste pour vérifier, dites-lui. Hein. Et après, il ressort. Hein. Et celle de Lucas. Tu as eu un accident, peut-être que toi tu te sens bien, mais peut-être que intérieurement tu as d'autres trucs. Franchement, j'ai aucune radio à passer. L'homme finit par accepter. Les gendarmes, eux, attendent maintenant le résultat définitif de l'alcotest. Du coup, on va devoir lui faire un prélèvement sanguin pour déterminer son taux d'alcool dans le sang. Résultat sans appel, l'homme conduisait avec 1,54 g d'alcool dans le sang, 3 fois la limite autorisée. Il écopera de 6 mois de suspension de permis et va payer cher ce samedi soir trop arrosé. Là, l'assurance, c'est net. L'assurance, de toute façon, à partir du moment où il y a de l'alcool ou du stupéfiant, l'assurance ne prend rien en charge. Ça va être à sa charge à lui, toutes les réparations, le véhicule. Bon, là, clairement, il va aller à la poubelle. Bon, il a gagné la soirée, là, je pense. Mais bon, il a envie. De la tôle froissée, mais ce soir-là, le pire a été évité de justesse. Le lendemain matin, la journée commence à l'aube pour Stéphane, bien décidé à interpeller le tireur fou qui terrorise la commune. Vous voulez du sucre, mon capitaine? Et pour cette interpellation d'un individu potentiellement armé, il a demandé un renfort de poids. Grosse OP avec le PSPG, oui. Parce que vu l'objectif, il vaut mieux quand même prendre ses précautions. Il est utile d'être armé, donc faire attention. Donc on a pris les gros moyens pour être sûr de l'interpeller en sécurité. Le PSPG, peloton spécialisé de protection de la gendarmerie. Une unité d'élite spécialisée dans les missions à risque, antiterrorisme ou surveillance des installations nucléaires. Leur chef est sur ses gardes, le suspect pourrait tenter de s'enfuir. Ils vont avoir deux options, c'est soit ils passeront par la baie vitrée, qui est en façade Delta, soit ils passent par la façade principale sur la porte si la baie vitrée est fermée. La priorité, c'est la baie vitrée. Ça marche? Ça marche. Bon, bah, allez, c'est embarqué. Allez. Au total, une vingtaine d'hommes sont mobilisés. Et l'impressionnant convoi se met en route. Malgré ses 25 ans d'expérience dans la gendarmerie, Stéphane reste toujours aussi concentré avant ce genre d'intervention. Une petite excitation quand même, parce que bon, l'emploi du PSPG, c'est pas non plus tous les jours. Le genre d'opération qu'on aime bien en principe. J'ai fait ce métier pour ça en fait. Dans la ville encore endormie, les gendarmes arrivent dans un quartier résidentiel. On se rapproche. On va stationner un petit peu avant, on va laisser le PSPG se mettre en place. Donc on va faire doucement. Dans un silence absolu pour profiter de l'effet de surprise, le PSPG prend position autour du domicile du suspect. Mais au moment d'ouvrir le portail, problème, de la lumière dans la maison. Pour la surprise, c'est raté. C'est allumé dedans. Il y a du monde. Tu as réveillé. L'effet de surprise, il tombe même pas à l'eau, quoi. Ça expose le PSPG. Pour notre sécurité, nous sommes priés de rester en retrait. Le PSPG donne l'assaut. À quelques mètres de la maison, Stéphane suit la progression de l'unité à distance. Il est loin d'imaginer ce qui l'attend. Investigation, on reste à l'écart. Ok.
target localisé. Interpellation en cours. Interpellé. Alors que la cible est interpellée, Stéphane entend un bruit sourd venant du premier étage de la maison. Sautez sur l'histoire. Bouge pas! Bouge pas! Tu bouges pas! Oui! Bouge pas! Oui! Tu bouges pas! Oui, C'est qui toi? Allez! Ton nom. Ton nom. Allez, gars! Ton nom. Allez, on appuie là! Bouge pas! Ton nom. Bouge pas! Tourne-toi! Tourne-toi! Pourquoi il a sauté lui? Tourne-toi! Allez, tourne-toi! Un homme vient de sauter du balcon. Et a priori, il n'a rien à voir dans l'affaire. Ta main! Une personne a tenté de s'enfuir par le balcon. Oui, bien sûr. Vous avez mal où, monsieur? Il a la main cassée et... Les secours sont en route. Aucune idée de l'identité de la personne et ni des raisons pourquoi il a sauté. Ah non, c'est pas lui, oui, j'ai bien compris, parce que l'objectif est interpellé, puis il y en a un autre qui a sauté. C'est pour ça que j'ai confirmé, il m'a dit non, nous on a Ah ouais, bah, il a quelque chose à se reprocher. Allez, chance. Bon, une première. L'homme s'est blessé à la main, au bras et au visage, sans raison apparente. Stéphane n'a jamais vu ça. Il vérifie son identité et finit par comprendre. Il n'est pas en situation régulière. C'est ça, son titre de séjour il est plus valable. Un sans-papier qui a sans doute paniqué en entendant les gendarmes et qui a tenté de s'enfuir par la fenêtre. Rien à voir avec notre affaire. Ok, d'accord, entendu. On le débriera après. Hein. Ok, les pompiers vont arriver et puis... Ils sont là, je les ai vus, là, j'ai vu les gyrophares. Stéphane peut revenir à son affaire. Il est toujours à la recherche de l'individu suspecté d'avoir tiré sur des voitures en pleine rue. Il aimerait mettre la main sur son véhicule, une Clio grise, Bonjour. et sur son arme. Il tombe sur le suspect qui, cueilli au saut du lit, n'oppose aucune résistance. Une Clio grise. Ah, j'ai vendu. Quand? Ça fait 2 mois. Je vous ramène de suite au propriétaire. C'est qui? La voiture, on l'a vue ici il y a pas longtemps. Je sais pas, peut-être il était là, mais moi je reste beaucoup avec son grand frère. C'est pas avec. C'est qui son grand frère? Le jeune homme tente de se disculper et accuse 2 autres hommes, des frères. Mais Stéphane ne marche pas dans son histoire. Tu roules avec eux? Je sais pas, non. Si, moi je te dis, tu roules avec eux. Monsieur, je sais très bien pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi, dis-moi. Parce qu'ils roulaient sur la route, ils ont cassé une vitre. Comment, avec quoi? Je sais pas, ils ont tiré ou je sais pas. Voilà. Eh ben, tu vas quand même venir avec nous. Le jeune homme est conduit à la gendarmerie. La perquisition ne donne rien, mais pour Stéphane, c'est un bon début. Il a maintenant 3 suspects. Alors maintenant, on ramène le garde à vue à l'unité et on se réorganise avec le PSPG pour aller interpeller les autres. Du coup, comme on n'a pas trouvé l'arme, ça reste toujours un peu tendu, quoi. Et avant d'aller chercher les 2 nouveaux suspects, il va vérifier dans les fichiers pour savoir à qui il a affaire. C'est 2 frères. 2 frères, ouais. Alors ces 2 frères sont-ils aussi connus que le premier suspect? On consulte le fichier des antécédents judiciaires pour vérifier un peu chez qui on va là, parce que comme le précédent était quand même pas mal connu au niveau des antécédents. Bon, a priori, t'es pas connu. Des nouveaux venus dans les fichiers de la gendarmerie. Le PSPG va leur rendre une petite visite, sauf que cette fois, le jour s'est levé. Un peu plus compliqué parce qu'il fait jour, donc l'obscurité nous aide à nous cacher, alors que là on est en plein jour à découvert, dans une impasse. Heureusement qu'il y a le PSPG, quoi. Interpeller des individus potentiellement armés en plein jour, de quoi mettre le PSPG sous pression. Sans bruit, ces hommes progressent armes au poing, et par chance, le portail est ouvert. Il s'engouffre dans la maison et tombe sur les parents, abasourdis. Le premier des 2 frères est rapidement interpellé. Faites sortir les gens qui viennent dans la salle de salon. Allez. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la maison, le 2e frère qui était encore au lit est lui aussi menotté. Les gendarmes fouillent ensuite la maison, une perquisition placée sous le secret de la procédure, pendant laquelle ils découvrent des armes. Pièce du fond au niveau de la terrasse. Présence de 2 vieilles carabines. Restés à l'extérieur, sur la voie publique, Stéphane et ses collègues eux aussi font une drôle de découverte. T'as des étuis là.
Ah. On a découvert des étuis de balles qui pourraient peut-être correspondre aux fragments de métal qu'on avait découvert sur l'autoroute avec les brides vertes du véhicule qui avait subi les tirs en fait. Des douilles. Les éléments s'accumulent. Stéphane sent qu'il est sur la bonne piste. Donc, je confirme, donc les 2 objectifs sont atteints. Il y a des présences d'armes également. D'accord, merci les gars. Les gendarmes repèrent aussi une voiture qu'ils ont déjà vue sur les vidéosurveillances. La fameuse Clio grise. C'est bien la voiture qui a servi, correspond exactement à la description, puis l'immatriculation qu'on avait sur la vidéosurveillance, ça colle. Alors les suspects vont-ils reconnaître les faits? Ils ne semblent pas franchement impressionnés par cette opération de grande ampleur. Je veux dire, c'est beaucoup de choses, beaucoup de grands cinémas, de grande ampleur. Pour un petit truc que j'en suis sûr, j'ai rien à voir dedans tout ça. J'ai des armes dans ma vie pour la chasse. Je tire, je suis un chasseur, je suis un jeune normal, mais c'est tout. On n'est pas des rigolos, on vient pas pour rien comme ça. Non mais, hein. On se connaît en plus, on s'est déjà vu il y a des années. Oui, je sais. Ouais, ils sont étonnés, hein. Ils se demandent pourquoi on est là, qu'on fait beaucoup de cinéma pour pas grand chose. Mais bon, ça c'est le début. Quand on leur présentera les éléments plus probants, ils y viendront. La vérité sortira quand même, pas. Les 2 frères sont conduits à la brigade pour y être entendus. Stéphane espère que face aux vidéosurveillances, ils seront plus bavards. Et en effet, placés en garde à vue, tout comme l'ancien propriétaire de la voiture, ils finiront par reconnaître les faits. La fin d'une affaire qui aura mis les gendarmes de Carry-le-Rouet sous tension. Alors, les 3 personnes qui étaient identifiées suite à l'enquête menée ont reconnu leur participation au fait, même s'ils minimisent chacun leur rôle. En tout cas, on était bien sur les 3 personnes que nous recherchions. Ça finit sans un drame, mais bon, ça aurait pu être très grave. La réaction du conducteur aurait pu être différente. Là, il a gardé le contrôle de son véhicule, mais avec le pare-brise explosé à l'arrière, ça aurait pu créer un accident qui aurait des conséquences matérielles beaucoup plus importantes. Relâchés quelques heures plus tard, tous les 3 devraient prochainement être convoqués devant un tribunal. Pour violence aggravée, avec armes et en réunion, ils encourent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Des tirs en pleine ville, des accès de violence. À n'importe quel moment, ces gendarmes peuvent être exposés à des situations dangereuses. Voilà pourquoi ils multiplient les entraînements, comme ce matin dans ce fort abandonné tout près de Marseille. Le scénario, interpeller un forcené armé qui menace d'ouvrir le feu sur la population. Tu dégages! Dégage! Aux commandes, Johan dirige ses équipes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. Ouais, je vais remonter auprès de Christophe. Vous, je vais vous laisser là en attendant. De toute façon, vous êtes à l'abri des vues et des coups. Les gendarmes progressent en sécurité et encerclent le fort. Bon. Après négociation, le forcené accepte de se rendre. Levez les mains! Avancez tout doucement! Top inter, les gars. Montez là, bouge pas! Bouge pas! Pousse-toi! Au sol! À terre! Individu interpellé. Une manœuvre qui est aussi l'occasion de renforcer la cohésion du groupe. Autour d'un barbecue sous le soleil et avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Un moment de détente que Johan apprécie. Après l'effort, le réconfort. On est en plein dedans, là. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Mais le répit sera de courte durée. Dans quelques heures, il va encore une fois être confronté à un fléau qui fait des ravages dans la région. La consommation de stupéfiants. Ce soir-là, avec ses collègues du PSIG, il part en patrouille à bord de ce véhicule banalisé. Le moyen idéal de surprendre les chauffards. Et il roule depuis 5 minutes à peine lorsqu'il remarque ce véhicule zigzagant sur l'autoroute. Son conducteur semble mener à lui tout seul une opération escargot. Je suis à 50 sur l'autoroute. 50 sur l'autoroute, t'imagines pas? C'est quoi la plaque? AY? Une conduite très dangereuse. Johan soupçonne que le conducteur n'est pas dans son état normal.
et il veut en avoir le cœur net. On suit une voiture là qui a vraiment du mal à tenir la route. Et comme on est sur l'autoroute, on va plutôt la contrôler et lui faire un dépistage à alcoolémie. Parce qu'à mon avis, il est bleu turquoise. Il ne le sait pas encore, mais il va tomber sur un sérieux client. Bonsoir. Vous me présentez permis de conduire, carte grise et assurance, s'il vous plaît. Je sais pas mes papiers. Ah, étonnant. Une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de pièce d'identité, je vous ramène. Je vous le dis de suite, donc vous me trouvez une pièce d'identité. Vous n'avez pas de pièce d'identité? Votre nom, monsieur, c'est comment? Vous avez quelque chose qui peut prouver votre identité? Non, franchement, non. Ah, c'est dommage. Johan le sait, les conducteurs pris en faute affirment parfois n'avoir aucun papier sur eux pour donner un faux nom. Vous avez le permis? Vous êtes sûr? Pour l'instant, le FNPC me dit que son permis il est valide, mais monsieur, il n'a aucun document qui peut me prouver son identité. Donc, il me donne une identité dont le permis est valide pour l'instant. Effectivement. Reste à savoir si c'est la sienne. De l'autre côté de la voiture, l'un de ses collègues récupère une carte d'identité auprès de son passager. Elle appartiendrait au frère du conducteur, mais la photo lui ressemble étrangement. On va passer au permis, le frère. On va voir s'il a le permis. Il a le permis, votre frère? Votre frère, il a le permis? Non. Ah, étonnant. Pour Johan, aucun doute. Le conducteur qui n'a pas le permis tente de se faire passer pour son frère. Bon, monsieur, vous allez arrêter de nous prendre pour des imbéciles, ok? Hein, vous n'avez pas le permis, on est d'accord? On est d'accord? Non, vous n'avez pas le permis. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. C'est pas la peine de me filer l'identité de votre frère, alors qu'on sait très bien. On n'est pas des imbéciles, hein? Ok? Le jeune homme conduit sans permis, et ça n'est pas là le seul problème. Vous avez les yeux un peu rouges quand même, hein? Est-ce que vous êtes consommateur de produits stupéfiants, monsieur? Je vais le savoir de suite. Avant, ouais. Avant quoi? Avant ce soir? Avant... 3 mois que j'ai arrêté et ouais. Tirez la langue, s'il vous plaît. Le jeune homme n'aurait pas consommé de drogue depuis très longtemps, une version qui va changer avant même le résultat du test. Vous avez consommé quand le dernier joint de cannabis? Ça fait quoi un moment? C'est quoi un moment pour vous? Ça fait au moins 3 mois. Non, ça fait pas 3 mois. C'est dans la voiture avec des amis. Ah, Non, non. C'est pas la peine de me prendre pour des lapins de 6 semaines. Ben si, vous me prenez pour des lapins. Vous avez consommé quand les stupéfiants, monsieur, la dernière fois? Ouais. La dernière latte que vous avez tirée, même si vous n'avez pas fumé le joint entier? Hier. Ah! Voilà, on y arrive. Je préfère qu'on joue franc jeu de suite, monsieur. Pas vu, pas pris, prix pendu. Mais une fois qu'on est pris, ben, tant pis. Hein. Commence pas à nous prendre pour des imbéciles. En cas de consommation régulière, le test détecte les traces de cannabis pendant 24 heures, voire même plusieurs jours. Voilà pourquoi ce petit trait rouge apparaît dans la première case. Bien que monsieur n'était pas consommateur de produits stupéfiants à la base, à force de tractionner, on apprend qu'il a consommé hier soir un joint. Voilà. Usage de stupéfiants, conduite sans permis, un cocktail explosif. Johan confie le chauffard à la police nationale, compétente dans cette zone. Bonne soirée. Il encourt jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Lutter contre la drogue au volant, c'est la nouvelle priorité des gendarmes. Voilà pourquoi ils livrent également une guerre sans merci au trafic de stupéfiants. Dans les Bouches-du-Rhône, leurs plus belles prises font régulièrement les gros titres. Cannabis, cocaïne, héroïne, avec parfois des saisies spectaculaires. C'est justement l'un de ces gros coups qui mobilise en ce moment la compagnie d'Istres. À la tête de l'opération, bonjour à tous. Benoît, cet adjudant de 38 ans, un autre pilier du PSIG. Il est chargé d'une mission à risque, l'interpellation d'un trafiquant de drogue présumé dans une cité sensible de Marseille. Depuis février, il y a un trafic de stupéfiants qui a eu lieu sur la commune de Cassis. L'homme, suspecté d'être l'un des chefs d'un réseau local, a été identifié. Et il est déjà bien connu des services.
1m85 environ, corpulence fine, consommateur de stupéfiants, connu otage pour les délits routiers, usage de stupes, des vols, violences, vol avec arme, recel, donc on est méfiant, surtout que c'est des affaires de stupes, c'est pas impossible qu'il y ait une arme à son domicile. Lorsqu'un suspect risque d'être armé, les gendarmes cherchent à profiter de l'effet de surprise et ils enfoncent sa porte. Mais cette fois, l'homme a pris ses précautions. On a vu que la porte était une porte blindée, on a fait la demande pour avoir l'outil Door Rider. Et Arnaud qui est formé, il va nous montrer tout à l'heure comment on va procéder. Le Door Raider, un outil très efficace pour faire sauter n'importe quelle porte en quelques secondes. Merci. Avec cet individu potentiellement dangereux, pas question de prendre le moindre risque. Quelques heures plus tard, Benoît et ses hommes répètent la manœuvre. Et dans leur équipe, voilà la pièce maîtresse. Je vais la garder la bonbonne sur le dos. Arnaud, 35 ans, chargé de forcer la porte blindée grâce à ce vérin hydraulique. C'est pour nous faire travailler, surtout avec le Door Rider qu'on n'a pas souvent. Il y a des techniques particulières, notamment pour nous le bidon d'effrac, il faut vite s'enlever pour que la colonne puisse rentrer. Donc on va bosser ça cet après-midi, on travaille avec dans les conditions du terrain. Demain, ce ne sera pas un exercice. Benoît et ses collègues sont concentrés. Donc on est en train de reconstituer la colonne et on va se faire travailler le binôme effraction pour être au top demain matin. C'est important parce qu'on va gagner en rapidité, en efficacité et en discrétion. Les gendarmes travaillent le plus fidèlement possible le scénario qu'ils ont élaboré pour demain. Une porte au rez-de-chaussée, derrière laquelle ils devront aller chercher le trafiquant présumé. Bien sûr, aujourd'hui, elle n'est pas blindée et elle ne va pas faire long feu face au Door Raider. Dans ce genre d'opération, la rapidité peut leur sauver la vie. Dès que vous entendez le bruit et que ça craque, il faut envoyer de la soudure. Ça vous convient? Ouais, ça va. On va le refaire encore une fois pour que demain on soit parfait. Et puis après ça ira. Alors l'opération sera-t-elle aussi concluante avec une vraie porte blindée? Et comment le trafiquant présumé va-t-il réagir? 6 heures le lendemain matin. Comme toujours, l'interpellation du suspect se fera à l'aube. Benoît espère le cueillir en plein sommeil. Prépare les radios, prépare le chatterton pour le Judas. Et puis après on avance. Chacun sait ce qu'il a à faire, tout le monde il sait sa place dans les véhicules, le matériel qu'il a à emporter. Et puis chacun connaît son rôle. Pour cet homme potentiellement armé, le PSIG s'équipe en conséquence. Une dizaine de gendarmes sont mobilisés pour l'opération. Difficulté supplémentaire, il y aura sans doute une famille tout entière au domicile du suspect. Et pas question de les blesser. Ouais, il y a la sœur, la mère et peut-être les enfants, un enfant. Ah ouais. Malgré ses 18 ans d'expérience, Benoît reste sur ses gardes. Il le sait, un jour comme celui-là, la moindre erreur peut coûter cher. Il y a toujours un peu d'adrénaline, c'est normal. Non, c'est pas de l'appréhension, c'est qu'on essaie de régler tous les détails avant de partir pour être au top. Une fois sur place, dans cette cité marseillaise encore endormie, Benoît envoie l'un de ses hommes en éclaireur pour être sûr de profiter de l'effet de surprise. Tu vas longer le bâtiment. Tu vois que c'est le bâtiment qui est comme ça. Ok. Comme ça, là. Voilà, vas-y, tu y vas et que tu me dis quand tu es en place, tu me dis. Ok. Une lourde responsabilité repose maintenant sur les épaules d'Arnaud et de son collègue, équipé du Door Raider. C'est bon, c'est parti. Allez, baissez les visières, les gars. On baisse les visières. C'est bon? Allez, c'est parti. En avant. Au milieu de la nuit, à gauche, et en silence, la colonne progresse vers l'objectif. Tiens la porte, Hugo. Tiens la porte. Tu rentres derrière.
Arnaud met en place le vérin hydraulique et quand l'opération est lancée, la puissance de l'appareil arrache la porte, son encadrement et la moitié du mur. Allez, go, poussez-vous, pousse ça. Poussez-vous. Vas-y, toi, vas-y, mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Donne de main. Comme prévu, cueilli au saut du lit, le suspect n'oppose aucune résistance. C'est bon. C'est bon. Interpellé. Allez. Ok, objectif interpellé, les gars. T'as rien sur toi? Ok, tu restes comme ça. Le suspect est menotté et le reste de la famille placé à part dans une autre pièce. Jawen, tu le prends le gars là? Tu le tiens, tu le lâches pas. C'est maintenant la perquisition qui commence, sous le secret de la procédure. Dans l'appartement, les gendarmes recherchent des stupéfiants, de l'argent liquide ou des téléphones. Tout ce qui peut démontrer le trafic. Tu le mènes dans le camion où il y a Arnaud là. Et 2 heures plus tard, Benoît dresse le bilan de l'opération. Interpellation de l'objectif. Donc mission réussie. Vous avez trouvé des choses dedans? Pas mal d'argent liquide. Donc c'est ce que cherchaient les enquêteurs, donc c'est positif pour nous. Immédiatement incarcéré, l'homme attend aujourd'hui son procès. Pour trafic de drogue, il encourt jusqu'à 10 ans de prison et une très forte amende. Un coup porté au trafic dans la région, mais les gendarmes le savent, le combat sera encore long. Des réseaux bien implantés, et au quotidien dans ce département, il y a un autre type de délinquance qui mobilise sans cesse les gendarmes, les cambriolages. Dans ces communes huppées en bord de Méditerranée, les pavillons et autres villas, souvent isolées, attisent les convoitises. Ce soir-là, à la brigade de Carry-le-Rouet, Jérémy, maréchal des logis-chefs de 30 ans, va avoir une occasion inespérée de coincer l'un de ses malfaiteurs la main dans le sac. C'est un truc qui connu. À peine parti en patrouille, il reçoit le genre d'alerte qui le met aussitôt sous pression. Ouais, c'est bien, après je te remercie. Un cambriolage en cours. La victime, une femme, s'est barricadée dans sa chambre. On a été appelé par le COG pour une dame qui a entendu du bruit dans son jardin et la porte de son rez-de-chaussée qui est ouverte. Parce qu'elle est seule chez elle avec un bébé en bas âge, donc on va aller vérifier. Le malfaiteur serait encore sur place. Ces cambrioleurs, rapides et prudents, sont difficiles à coincer. Jérémy n'a pas l'intention de laisser passer sa chance. Ça doit être là. Comme très souvent, c'est une zone pavillonnaire qui est visée. Les gendarmes, la main sur leur arme, arrivent devant la maison. Et ils découvrent une porte entrouverte. Que c'était fouillé. Manifestement, un cambrioleur vient de passer par là. Placard ouvert, salon en désordre, Jérémy tombe sur la victime, très choqué. Bonsoir. Ça va? J'ai compris, ça y est. J'ai vu de la lumière. Enfin, je crois avoir vu de la lumière aussi. Enfin, des lampes torches? Ouais. Je sais pas combien ils étaient. Et j'ai pris mon téléphone pour vous téléphoner. Et quand j'ai pris le téléphone, ma porte d'entrée, elle fait énormément de bruit quand on l'ouvre, elle est cassée un peu. Et ça, c'est assez ouvert. Et donc du coup, j'ai crié et je me suis enfermée dans la chambre avec ma fille. Ils ont dû rentrer quand même en bas. Venez voir pour voir si c'était comme ça ou s'ils ont quand même fouillé le placard de l'entrée. Pendant que ses collègues inspectent les alentours, Jérémy recherche des indices. Le carton, il était comme ça derrière? Non. Non, il n'était pas derrière la porte. Il est toujours? Ouais, ça y est, toujours. Et je pense qu'entre le moment où il a ouvert et le moment où j'ai crié, il a dû se passer, je sais pas, 15 secondes max. Ah, j'ai eu peur. Même si les cambrioleurs ne sont pas restés longtemps sur place, ils ont peut-être laissé des traces de leur passage. Nous, on va faire un peu de relevé ici, là, pour voir si on voit des empreintes. Jérémy veut tout tenter pour leur mettre la main dessus.
Ces cambriolages terrorisent la population. Là, on l'a retrouvée très choquée, ce qui est compréhensible par le fait où elle s'est retrouvée toute seule avec un ou plusieurs individus qui rentrent chez elle avec son enfant en bas âge. Donc on peut comprendre son état de stress dans lequel on l'a trouvée quand on est arrivé. Seule certitude des gendarmes, celui qui est entré dans la maison a au moins touché la porte. Là, j'essaie de récupérer, voir s'il y a des empreintes, quelque chose, quelques traces. Pour nous, ça peut être exploitable. Après, il faut voir au prélèvement ce que ça va donner, surtout celle-ci là. Une empreinte que Jérémy comparera avec celle enregistrée dans la base de données des gendarmes. Mais il le sait, aujourd'hui, les cambrioleurs prennent leurs précautions. Vous n'avez pas fait attention s'il y avait peut-être des gants ou non? Non, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est... Ouais, en tout cas, Capuché? il était couvert parce que c'était une silhouette noire. Vous en avez vu un ou plusieurs? Je sais qu'il y en avait un là, et en même temps que lui était là, la porte s'est ouverte. Merci d'être venu en tout cas. De rien, c'est la moindre des choses qu'on vienne. Merci à vous, bonne soirée. Allez, au revoir madame. Avec ce maigre signalement, 2 silhouettes habillées en noir et l'une d'entre elles avec une capuche, Jérémy va sillonner le secteur. Il pense avoir affaire à des amateurs. C'est pas les équipes rodées, parce que les équipes rodées, c'est qu'ils se fassent détroncher, on va dire, entre guillemets, par des personnes qui sont à l'intérieur, ils vont jusqu'au bout, donc c'est pas les équipes rodées. Une équipe inexpérimentée qui a peut-être été repérée dans le quartier. Depuis son balcon, une voisine interpelle Jérémy. Bonsoir madame. Bonsoir, on a un petit il y a une scooter qui est dans la résidence. Un scooter noir avec 2 personnes? Ouais, jeune avec une capuche. C'était tout de suite à l'instant là? Ouais, là, il y a 2 secondes. Merci. 2 jeunes traîneraient dans le coin en scooter. Peut-être les cambrioleurs. Probablement des jeunes en scooter qui correspondraient au signalement, donc on va essayer de faire un tour au niveau de la commune pour voir si... Les gendarmes se positionnent de chaque côté de la zone pavillonnaire. Et à peine arrivé, Jérémy dégaine sa matraque. Il vient d'entendre le moteur d'un 2 roues. Arrête-toi! Arrête-toi! Toi sur le côté. La description correspond. Un jeune homme vêtu de noir. Mais il est seul. T'étais tout seul sur le scooter? Là? Moi, j'avais mon collègue. Tu l'as déposé où? Chez lui. Tu as fait quoi la soirée là? Je rentre de Carré. Tu faisais quoi Carré? Là, j'étais avec des collègues. Pas question de le croire sur parole. Alors Jérémy recherche des accessoires que les cambrioleurs gardent toujours sur eux. Pieds de biche ou tournevis. Pour visser. Visser quoi? Ça, les outils. Je tombe en panne. Plusieurs tournevis. Jérémy consulte les archives de la gendarmerie pour savoir si le jeune homme est connu pour des cambriolages. C'est toi qui es passé tout à l'heure qui a ralenti quand tu es passé devant la résidence là? Là? Il y a 5 minutes. C'est toi qui es passé doucement. Mais même s'il a de sérieux doutes, rien de concret pour le retenir plus longtemps. C'est bon pour nous. Voilà, pas d'éléments sur lui, entre guillemets, précisément. C'est juste que c'était des individus vêtus de vêtements sombres. Après, le coup du scooter, c'est des témoins qui l'ont vu passer de façon ralentie, entre guillemets, quand on était à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire que c'était eux, quoi, pour l'instant. Jérémy et ses hommes le recroiseront peut-être un jour. Depuis le début de l'année, les vols par effraction sont en hausse de 4% dans le département. Dans cette chasse aux délinquants, mieux vaut s'armer de patience. Tout comme dans un autre domaine, la recherche des fous du volant. T'es pas obligé de nous arroser, hein? C'est un joueur. À la brigade de Saint-Chamas, à 10 km d'Istres, Jean-Michel, ce major de 53 ans, le sait mieux que personne. On met tous la main à la pâte. Puis c'est un moment convivial entre nous tous aussi en même temps. Avec 30 ans d'expérience, ce passionné de 2 roues dirige la brigade motorisée, la BMO. Chaque jour, il sillonne la région à moto pour rappeler aux usagers de la route les règles de sécurité. Lorsqu'on intervient, il faut toujours avoir des motos en bon état et surtout très propres. Mais c'est surtout, moi, ce que je vois, c'est avant tout la sécurité du pilote. On en a eu 2 qui ont eu un grave accident cette année quand même. Moi, le soir, quand j'entends le portail, quand ils sont rentrés, de suite, c'est un soulagement.
Un métier dangereux mais nécessaire, car sur la route, les comportements imprudents se multiplient. Et dans quelques heures, Jean-Michel va encore une fois tomber sur un chauffard totalement inconscient. Le lendemain à l'aube, il choisit de patrouiller en moto banalisée, l'outil idéal pour observer sans être vu. Mathieu, comme d'hab, si je te mets les warnings, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Allez, c'est parti. La technique des gendarmes est très efficace. Jean-Michel se glisse dans la circulation et repère les contrevenants. Ses collègues, qui le suivent à distance, les interpellent. Et au bout de 5 minutes seulement, il croise cet automobiliste qui a oublié de mettre sa ceinture. Voilà, donc le monsieur part sans doute au travail et sans ceinture de sécurité, voilà. Jean-Michel ne le sait pas encore, mais il vient de tomber sur un conducteur particulièrement dangereux. Le matin, pressé, ouais. Il faut la mettre la ceinture. Et puis il ne peut pas lorsque vous la mettez pas? Alors oui, je ne vais pas vous mentir, hein, oui. Je suis parti pressé, après ça s'arrête au bout de... Ça s'arrête au bout d'un moment. Au cours de cet échange, Jean-Michel remarque un détail inquiétant. Les pupilles du jeune homme, très dilatées. Vous consommez des produits stupéfiants, monsieur? Ça va. Hier soir, on en a consommé. Hier soir? Ouais, on en a consommé. C'est loin, hein, c'est compliqué. Dans la voiture, est-ce que vous en avez? Un petit peu. Voilà. Donc vous allez me... Mais voilà, je finis ça, puis après on va aller voir dans la voiture, d'accord? En plus du défaut de ceinture, le jeune homme reconnaît avoir consommé du cannabis la veille. Et il remet lui-même aux gendarmes sa réserve personnelle, cachée dans sa voiture. Donc on a trouvé de la résine de cannabis pour un poids de 3-4 grammes environ. On va lui faire la saisie du produit. Les gendarmes le soumettent aussitôt au test salivaire, qui, sans surprise, se révèle positif. Mais Jean-Michel est encore loin d'avoir tout vu. En apprenant le métier du jeune homme, il va tomber des nues. Et vous allez travailler où, là? Je vais sur Berre. Ouais. Fermez-la. Vous conduisez un camion? Conduire un camion dans cet état peut avoir des conséquences dramatiques. Le cannabis diminue les réflexes et rend somnolent. Mais loin de s'en rendre compte, le jeune homme tente de négocier. Donc là, il faut déjà que vous trouviez quelqu'un qui vienne vous chercher. Si demain j'ai plus de permis, j'ai un enfant à élever, il va falloir que j'aille voler. Je suis un de temps en temps, et voilà, il a fallu que c'était hier soir. Je suis vraiment honnête. Ah oui, mais on le voit bien que vous êtes honnête, monsieur, vous nous l'avez remis spontanément. On met pas votre parole en doute, on met pas de votre parole en doute. Hein? Voilà, vous l'avez dit, on fait notre boulot. En France, la drogue est responsable de près d'un accident mortel sur 4. Alors pour Jean-Michel et ses collègues, c'est tolérance zéro. Bon, nous, on a fait notre boulot. Je veux dire, après, les gens, oui, vous me retirez le permis, comment je vais faire vous me mettez au chômage, oui, je préfère qu'il soit au chômage plutôt qu'il conduise un poids lourd en ayant consommé des produits stupéfiants. Et là, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Hein. C'est gravissime. Son permis, lui, est retiré sur le champ. Un proche viendra le rechercher. Si sur ici, ça c'est comme on garde votre permis pendant 72 heures. Il n'est que 7h30 du matin et déjà les infractions s'enchaînent. Rien n'échappe à Jean-Michel sur sa moto banalisée. Cette fois, dans cette voiture noire, c'est un conducteur qui tient son téléphone portable à la main. Une mauvaise habitude très répandue. Dans les bouchons, ça accélère, ça freine, vous avez des motos à droite, à gauche. Vous devez être vigilant, peut-être encore plus dans les bouchons, monsieur. Hein? Et vigilant, ce jeune homme ne l'était pas du tout. Encore une fois, Jean-Michel ne va pas en croire ses oreilles. C'était professionnel ou c'était personnel? Non, en fait, j'étais en train d'écouter une vidéo. Une vidéo, vous vous rendez compte? Voilà. Là, c'est encore une vidéo, carrément. Et ça vous arrive souvent de regarder des vidéos au volant? Non. Et c'est quoi, enfin, si c'est pas trop indiscret, c'est quoi comme style de vidéo? Des blagues? Ouais. D'accord. Ça vous met de bonne humeur le matin, au moins? Ouais. D'accord. Tous les jours, on en a des nouvelles. C'est plus souvent sur l'autoroute qu'il y a des chauffeurs routiers qui regardent la télévision ou des vidéos. Sur la route, c'est quand même assez rare. Heureusement d'ailleurs, parce que
Là, on est complètement concentré dans sa vidéo, on n'est plus du tout sur la circulation. Hein. Chaque année, le téléphone au volant fait 350 morts sur les routes de France. Alors la petite blague du matin va lui coûter cher. C'est une contravention montant de 90 € avec un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Hein. Voilà. Et malgré ses 30 ans de carrière, Jean-Michel n'a pas encore tout vu. Pour la suite du contrôle, il s'installe sur le bord de la route, 100 mètres avant ses deux collègues. Et quelques minutes plus tard, il n'en revient pas. À l'auto-école, la monitrice était au bout du fil. Oui Mathieu, une auto-école, tu ne veux pas la louper. C'est la monitrice qui est au téléphone. La monitrice qui est en train de consulter son téléphone, elle a une tête rouge. Une monitrice d'auto-école. Et c'est Mathieu qui va s'occuper de son cas. Donc voilà, nous a annoncé un véhicule auto-école, donc en formation, dont le formateur auto-école fait usage de son téléphone au volant. Voilà, donc faites ce qu'on dit, mais pas ce qu'on fait en fin de compte. Voilà. Un moniteur d'auto-école, même assis côté passager, est considéré comme conducteur. Il peut utiliser les doubles pédales à tout moment et doit se tenir prêt à prendre le relais de son élève. Ah, bonjour, veuillez couper votre moteur s'il vous plaît. Vous savez pourquoi on vous contrôle? Je vais faire le tour, ce sera plus simple. On a un collègue en civil peu dans le Rhône. Ouais. Le problème c'est que vous faites usage de votre téléphone au volant. Enfin, en tant que passager, mais quand vous êtes en formation, est-ce que vous croyez que c'est raisonnable? Normalement, je peux pas. Manifestement, la monitrice ignore cette règle du code de la route. Le premier cas, c'est que vous avez double pédale. Vous êtes au volant. Est-ce que vous croyez que par rapport à votre élève qui est en formation, c'est lui montrer un bon exemple? Déjà, sans parler de l'exemple, au point de vue sécurité, vous êtes au téléphone. Lui, ce jeune homme, il n'est pas forcément encore au point, on va dire comme ça. Donc imaginez, vous êtes au téléphone, vous êtes distraite, il y a quelque chose qui traverse, lui il n'a pas le temps de freiner, et vous non plus parce que vous êtes distraite, il y a un accident. C'est une contravention de montant de 90 € avec un retrait de 3 points. Et j'ai précisé le motif du contrôle, même en tant que passagère, que vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone. Voilà. Au revoir, madame, bonne journée. Au revoir. Sous les yeux de son élève, la monitrice vient de prendre une leçon de conduite. C'est la première que je fais en tant que monitrice auto-école qui fait usage de son téléphone. Je pense que l'attrait de l'appel est plus important que la formation de l'élève qu'ils ont à bord de leur véhicule. Sécurité routière, cambriolage ou trafic de stupéfiants, pas le temps de souffler pour les gendarmes du Sud. D'autant que certains chiffres sont inquiétants, les violences ont progressé de 10% l'an dernier dans le département. Et dans quelques instants, vous allez découvrir le quotidien tout aussi palpitant d'autres gendarmes, eux aussi, sur tous les fronts.